on souhaitait vous rencontrer pour pouvoir aborder un sujet qui nous passionne, pour lequel nous avons créé une association qui s'appelle Démocratie Directe pour la France. Et donc, cette association nous a chargé de faire des entretiens avec des personnalités sur ce sujet. Mais peut-être avant d'aborder donc la question de la démocratie directe et du référendum d'initiative citoyenne ou populaire, je souhaiterais que vous vous présentiez aux gens qui vous connaissent pas encore, alors que vous êtes quand même un personnage maintenant qui commence à être connu par beaucoup. Alors, donc je m'appelle Régis Chamagne. J'ai une carrière de pilote de chasse dans l'armée de l'air. J'avais fait des classes préparatoires, puis intégré l'école de l'air de Salon-de-Provence en 77. Et après cette carrière de pilote de chasse, puis d'officier d'état-major, j'ai commandé une base aérienne à Bordeaux et à la suite de ce commandement, j'ai décidé de prendre ma retraite de l'armée de l'air pour des raisons familiales. Voilà. Et j'ai toujours été intéressé par la géopolitique, la politique en général, la géopolitique surtout. J'ai écrit un livre de stratégie aérienne, L'art de la guerre aérienne, qui a été primé par l'Académie des sciences morales et politiques. Et puis plus tard, un autre livre, Relève-toi, sur la France. Voilà, en gros, pour aller vite. Donc, on verra bien que, à travers ce que vous avez écrit et à travers vos connaissances, on va retrouver ça sur les questions politiques françaises. Et donc, alors, avez-vous réfléchi à la question de la démocratie directe? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont ses limites? Je vous laisse le choix d'aborder le sujet. Alors d'abord, moi j'aimerais revenir aux fondamentaux. La démocratie est née à Athènes en 580 avant Jésus-Christ à peu près, après que le concept de justice eût été créé par Dracon. Dracon, en 621, a édité les premières lois, c'est-à-dire qu'il a proposé aux patriciens qui jusque-là avaient le pouvoir de vengeance pour régler les problèmes au sein de la société, cette vengeance ne fonctionnait plus, et Dracon leur a proposé de punir les coupables au nom de tous. Donc il a créé une asymétrie d'ordre social. Aujourd'hui, normalement, on devrait rendre la justice en France au nom du peuple français. C'est le concept fondamental de la justice. Et bien évidemment, quelques décennies plus tard, Solon a créé la démocratie, la première démocratie à Athènes, une démocratie qui s'adressait aux patriciens, donc c'était cohérent. Le principe étant qu'à partir du moment où l'on punit les coupables au nom de lois, où l'on punit ces coupables au nom de tous, il est normal que les lois édictées soient conçues au nom de tous et pour le bien commun. Notre système aujourd'hui est complètement dévoyé puisque les lois qui sont promulguées ne sont plus promulguées pour le bien commun, mais pour le profit de quelques-uns seulement, ce qui crée un énorme problème. Donc il n'y a plus vraiment de démocratie. La démocratie représentative ne fonctionne plus. Et de surcroît, la justice est elle-même dévoyée, enfin l'institution judiciaire plus exactement, qui est censée rendre la justice au nom du peuple français, est dévoyée. Donc nous sommes dans un système, on va dire, corrompu, totalement, hein, et c'est cohérent entre démocratie et justice, c'est cohérent. Nous sommes dans un système totalement corrompu. Alors, la question se pose, comment rétablir une démocratie et avec une institution judiciaire qui rende vraiment la justice? Les deux vont ensemble. Bien oui, la démocratie directe est un premier pas. Je dirais que à cela, il faut des règles très strictes, draconiennes, concernant les élus, que toute corruption doit être sanctionnée fortement, c'est-à-dire interdiction de se représenter, non-éligibilité. Enfin, vraiment, il faut que les gains, les émoluments des élus soient limités de façon à ce que les gens qui s'engagent en politique le fassent plus par foi que par intérêt. Enfin, vraiment, il y a tout un système à revoir. La démocratie directe ne suffira pas. Et le référendum d'initiative populaire non plus. Il faudra revoir entièrement le système.
dégraisser le mammouth de notre système politicien. Il y a beaucoup trop de monde qui profite du système au détriment du peuple. On le voit avec les agriculteurs qui arrivent à peine à joindre les deux bouts alors qu'ils sont censés nourrir le peuple français. Enfin, les PME, on voit tout ce système où il y a une captation de la richesse par quelques-uns et au détriment du peuple. Donc oui, il faut une démocratie directe pour rétablir ça, mais accompagnée de mesures drastiques concernant le statut des élus et leur nombre. Et alors, bon, vous avez porté un jugement sévère là sur ceux qui dérogent dans le cadre de la démocratie représentative, puisque ce sont ceux qui sont délégués par le peuple qui des fois se laissent aller à des choses qui ne sont pas prévues dans la déontologie du métier. Mais sur la démocratie représentative, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter ou Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit contrôlée. Hein. Et d'une façon générale, moi, je verrais bien un système dans lequel les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, soient contrôlés directement par un groupe de citoyens tirés au sort. D'accord. Sur la base du volontariat. Il faut que les pouvoirs soient contrôlés. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Le pouvoir exécutif fait ce qu'il veut. De toute façon, le pouvoir exécutif n'est que le relais de transmission de l'Union européenne. Et les lois qui sont votées au Parlement ne sont que la retranscription de directives européennes. Donc, nous sommes gouvernés par un dictateur qui est l'Union européenne. Et notre système, finalement, n'est plus une démocratie. Oui, oui. Oui, vous retrouvez là le sentiment général. La plupart des gens que nous auditionnons là dans le cadre de cette chose-là sur la démocratie directe arrivent aux mêmes conclusions que vous. Bon, vous avez autre chose à ajouter sur la question de la démocratie directe ou je passe à la troisième question? Bon, je pense qu'on peut passer à la troisième question. Alors la troisième question, c'est un peu libre à vous de dire ce que vous voulez. Hein. C'est qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux gens qui nous écoutent quel message vous souhaiteriez transmettre? Le sujet, c'est à vous de le déterminer. Hein. C'est libre. Je vais prendre un sujet qui m'est cher, c'est le changement de paradigme géopolitique. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais des conférences sur le sujet où j'annonce la transition de phase entre un système qui était hégémonique, l'Occident dirigeant le monde, enfin les États-Unis exactement dirigeant le monde, et nous passons à un système multipolaire. Là, ce système n'est plus émergent, il est en phase de consolidation, puisque les BRICS ont entamé sévèrement le processus de dédollarisation de l'économie mondiale, puisque aujourd'hui, les échanges et l'économie se font essentiellement hors Occident. La période que nous vivons est très intéressante parce que là, avec Trump qui arrive au pouvoir, alors au début, je dois dire que j'étais un peu dubitatif par le fait que Trump lance des menaces pour les pays vis-à-vis des pays qui n'utiliseraient plus le dollar dans leurs échanges commerciaux. Et là, je me suis dit, mais ce type n'a toujours pas compris dans quelle situation était le monde. Il utilise des modes d'action du fort au faible, alors que les États-Unis sont dans une posture du faible au fort sur le plan économique face à la Chine et sur le plan militaire face à la Russie. Donc c'est totalement contre-productif. Et puis d'un autre côté, je vois qu'il a comme ministre des Affaires étrangères Marco Rubio, qui lui m'a l'air tout à fait sensé et avoir compris où en était l'état du monde, hein, puisqu'il a acté le monde multipolaire ainsi que la dédollarisation de l'économie mondiale en cours. Donc, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Avec Trump, je pense qu'il faudra attendre de voir les résultats de sa politique. En tout cas, la période actuelle me semble très, très intéressante. Nous sommes vraiment au cœur du basculement de la géopolitique et à la fin d'un cycle, finalement, qui a duré 5 siècles.
qui s'est mise en place après la découverte des Amériques. Ce système s'est mis en place autour d'un système bancaire qui a été créé à l'époque, de création monétaire, qui a atteint son apogée, une première apogée vers la fin du XVIIIe siècle, et puis qui s'est relancé au XIXe siècle, a atteint une deuxième apogée avec la financiarisation de l'économie. Parallèlement à ce système bancaire, on a vu le développement des grandes puissances maritimes, donc des thalassocraties, qui ont pris le dessus sur les grandes puissances terrestres, finalement, avec l'Angleterre dans un premier temps, puis les États-Unis. C'est la théorie de Mackinder de l'éléphant et de la baleine. Donc, la baleine a dominé le monde, et aujourd'hui, on voit que c'est l'éléphant qui domine de nouveau le monde, avec la guerre en Russie et l'importance des puissances terrestres, et cette guerre ayant mis en lumière le fait que les marines devenaient extrêmement vulnérables. Très, très, très vulnérables. Les marines militaires, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en mer Rouge, hein, où quasiment les marines occidentales sont exclues de la mer Rouge à cause de l'activité des Houthis du Yémen. Donc, on assiste, et parallèlement, on assiste à l'effondrement du dollar, qui était finalement l'apogée du système financier, bancaire mis en place au début du XVe siècle, à la fin du XVe siècle, pardon. Donc là, on a un parallèle assez saisissant, je trouve, et pour moi, ça reflète bien la fin d'un cycle, la fin de ce système bancaire et la fin de l'hyperpuissance des thalassocraties contre les puissances continentales. Alors, la messe n'est pas finie, hein, je veux dire, la messe n'est pas dite, hein, il y a toujours des évolutions. C'est un processus, oui. Et nous en sommes là, je pense que nous en sommes là. Donc, nous allons voir, enfin, nous assistons en ce moment à la chute de l'Occident, hein, parce que je pense pas que Trump arrive à, même s'il fait un gros nettoyage, même s'il nettoie de fond en comble les écuries d'OGH du système américaniste, je ne suis pas certain que le peuple américain puisse redresser la barre. Parce que quand je lis que 77% des jeunes Américains de 18 à 25 ans sont inaptes au service militaire pour cause d'obésité, de drogue et de problèmes psychologiques, je me dis que c'est une société qui va très très mal. Ce chiffre a du reste été commenté par Kennedy. Hein. Donc, quand je vois un système universitaire qui s'effondre aux États-Unis, qualitativement, je veux dire, je ne suis pas certain que le peuple américain soit en mesure de redresser la barre. Les États-Unis ont délocalisé toute leur industrie pendant les 30 dernières années au profit d'une industrie financière, et aujourd'hui, ils n'ont tout simplement pas les ressources humaines pas suffisamment d'ingénieurs, pas suffisamment de contremaîtres, pas suffisamment d'ouvriers qualifiés pour récupérer l'autonomie industrielle qu'ils avaient auparavant. Donc, à voir entre les déclarations que fait Trump, les menaces totalement hors de propos qu'il profère à l'égard des autres économies, les États-Unis ont énormément besoin du reste du monde parce qu'ils ont besoin des produits, ils ont besoin des terres rares et donc ils sont très vulnérables. Du coup, et ils ont aussi besoin de l'intelligence de certains nombres de pays d'Europe, puisque on a beaucoup de Français qui font marcher la Silicon Valley, je crois. Oui, je crois que c'est une majorité même. Hein. Donc voilà. Il y a les intentions. De toute façon, c'est très bien qu'il nettoie les écuries d'OGIAS. Il y en avait besoin et qu'il s'attaque à l'État profond. Maintenant, quant à la capacité du peuple américain, je ne parle pas de l'équipe de Trump, hein, je parle du peuple américain à redresser leur pays, ça, je suis circonspect. Quid de l'Union européenne et de l'OTAN de la France? Je pense que l'Union européenne va finir comme a fini l'URSS, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce sont les pays d'Europe de l'Est qui sont les plus critiques à l'égard de l'Union européenne. Pour une raison simple, nous, les pays d'Europe occidentale, avons été
intoxiqués par 60 ans de propagande, tandis que, donc, c'est l'histoire de la grenouille, hein, qui est dans un bol d'eau froide que l'on chauffe progressivement, tandis que les pays d'Europe de l'Est, eux, à la chute de l'Union soviétique, à la chute du pacte de Varsovie, se sont dit chouette, nous allons devenir libres de nouveau. Ils se sont jetés à corps perdu dans l'Union européenne et là, ils s'aperçoivent que c'est le même système, sauf que les ordres ne viennent plus de Moscou, mais de Bruxelles. Donc, et eux, donc, c'est la grenouille qu'on a plongée dans l'eau bouillante. Et c'est assez intéressant de voir que eux réagissent parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'oublier entre l'URSS et l'Union européenne. Finalement, ils ont reconnu les mêmes modes de fonctionnement, nonobstant le fait qu'au départ, on les a beaucoup aidés financièrement. Donc, je pense que l'Union européenne finira comme l'URSS, les mêmes causes provoquant les mêmes effets. L'OTAN, je pense, va disparaître également. Et la France, eh bien là, il va falloir un changement de régime. On en revient à la question de la démocratie directe. Je pense que plus largement, il faudra un processus constituant pour écrire une nouvelle constitution. La constitution de la Ve République avait été écrite dans une situation particulière et pour un homme exceptionnel. Il a commis quand même une grave erreur, c'est de permettre que la Constitution fût modifiée par vote du Congrès. Je pense que dans la prochaine Constitution, il faudra bien s'assurer qu'elle ne pourra être modifiée que par référendum, puisqu'elle aura été acquise par référendum. Donc ne pas refaire cette erreur qui conduit finalement à un système de copains et de coquins qui modifie la Constitution à leur profit au fur et à mesure. Donc je pense qu'il faudra un processus constituant, un vrai changement de régime et faire un vrai bilan, comme ce qui est en train de se passer aux États-Unis, sur les crimes qu'ont commis nos dirigeants dans les dernières années. Je pense en particulier à la séquence de dictature sanitaire qu'a été le Covid et la vaccination, enfin pseudo-vaccination. Il faut se souvenir que pendant la crise du Covid, au début, les interdictions au personnel, aux gens non vaccinés, étaient un copier-coller de la directive de 1942 contre les Juifs en France. Quasiment un copier-coller à un ou deux items près. Il faut se souvenir que cette injonction à se vacciner contrevenait au code de Nuremberg qui avait été écrit à la suite du procès des médecins nazis dans les camps de concentration afin que leurs délits ne se commettent plus jamais. La France a contrevenu au code de Nuremberg. Donc, nous avons eu affaire à des directives d'essence nazie. Et je pèse mes mots. Donc, il faudra que tous ces gens soient convoqués par des tribunaux pour répondre de crimes contre l'humanité. Et il va falloir que nous nettoyions également nos écuries d'Augias. Et je pense que ça va prendre un peu de temps. Je pense que vous avez terminé. Mais je suis resté un petit peu béat parce que, enfin, je ne devrais pas le dire, mais je pensais un peu la même chose.